Bienvenue à tous. Ce soir, après l'air, le feu et l'eau, nous continuons avec la terre et nous allons voir que nous sommes invités à devenir des éclaireurs de conscience. On vous invite donc aujourd'hui à se réunir une nouvelle fois pour continuer notre thème annuel qui s'appelle Réunir pour une juste réalisation planétaire. C'est un thème que nous développons tout au long de cette année au travers de 4 conférences en lien avec les 4 éléments air, feu, eau, terre, comme 4 clés essentielles à une réalisation planétaire. Nous avons traité de l'air, du feu et de l'eau jusqu'à cet été, et nous avons déjà évoqué beaucoup de choses, notamment qu'il est essentiel de se représenter la notion de réalisation planétaire comme étant l'avènement des qualités d'être les plus subtiles, celles carrément de l'être planétaire lui-même, jusque sur la Terre. Que ces qualités d'être se réalisent, donc deviennent tangibles, pleinement incarnées sur Terre. Nous avons vu aussi que l'humain est un véritable trait d'union entre le monde de l'âme et le monde des formes, et qu'il a pour rôle de manifester, d'exprimer ses qualités à travers sa personnalité, car il est fondamentalement cette grande vie une, et qu'il possède une personnalité pour l'exprimer, donc pour le rendre réel. Rien à voir donc quand on parle de réalisation planétaire avec une réalisation personnelle de tous nos projets, de nos envies d'accomplissement individuels. On vous invite bien sûr pour ça à écouter la première conférence sur l'air qu'on a fait au mois de janvier, où on a essayé de bien préciser cette notion de réalisation planétaire. À travers les conférences précédentes, nous avons vu à quel point il était essentiel de procéder à une grande réunion, à se réunir en quelque sorte, mais à tout point de vue. Les événements du monde semblent même nous le demander urgemment, tellement tout semble désuni, fracturé même parfois. Mais pour pouvoir espérer un monde beaucoup plus uni, à tous les niveaux, nous devons nous réunir nous-mêmes de plusieurs façons. Et pour cela, nous avons utilisé les symboles des 4 éléments, donc air, feu, eau, terre. L'air, comme nous l'avons développé dans la première conférence, représente la notion d'être, de conscience, l'être fondamental que nous sommes avant tout. On l'appelle aussi l'âme. Nous avons vu que tout commence quand nous nous reconnaissons âme, être conscience, comme partie, comme étincelle d'une même conscience, d'un être bien plus grand, bien plus lumineux. On parle de l'âme une, de l'être terre, cette gigantesque conscience en qui nous avons nous-mêmes la vie comme tout ce qui vit sur terre. Et que c'est bien à cette réunion intérieure que nous travaillons, jusqu'à ne faire plus qu'un, une unité avec cette magnifique conscience, ce qu'on appelle être comme un. Puis le feu, qui symbolise le mental, on l'a développé dans la deuxième conférence. On a évoqué le fait que réunir nos pensées, notre énergie mentale, nos capacités de réflexion, avec des pensées beaucoup plus globales, avec les pensées qui émanent justement de cette entité commune que nous sommes, qui pense en termes de globalité, qui pense le bien pour l'ensemble, pour l'évolution des consciences. Donc une réunion mentale pour apprendre à penser comme un. Et puis lors de la dernière conférence, nous avons pris le symbole de l'eau et nous avons vu qu'il était souhaitable de réunir notre sensibilité à l'ensemble et de devenir sensible à l'amour en action. Et pour le coup, aimer comme un. C'est bien sûr un très bref résumé et les conférences sont disponibles sur notre site si cela vous intéresse. Mais ça nous remet un peu dans le contexte. Ce soir, nous allons donc aborder la dernière conférence de ce cycle avec l'élément terre et finaliser cette grande réunion jusqu'à se vivre réellement comme un. Donc maintenant, la terre. De quoi est-ce le symbole? Quel enseignement cet élément pourrait-il nous révéler? Et à quelle nouvelle réunion, un peu plus précisément, cela nous invite-t-il? Eh bien, on va voir, grâce à la Terre, se dévoiler une nouvelle réalité. Et voir que nous sommes invités à chercher, à vivre et à révéler cette réalité. Et à devenir de véritables éclaireurs de conscience. L'élémentaire est lié à 2 idées qui sont bien ancrées dans nos pensées. La première, sûrement la plus importante, est que nous associons la Terre au plan physique, à la matière, au tangible, à la notion d'éléments solides. On l'associe même à notre corps physique, à nos os, au concret, ce qu'on peut toucher. Et on associe donc naturellement le plan physique à la notion de réalité. Et puis la deuxième est que la Terre est le symbole de la création.
On retrouve ça dans différents courants religieux. Adam, par exemple, qui signifie terre labourée. On dit que Dieu créa l'homme le 7e jour à partir de la poussière. Ou bien dans la mythologie, où on décrit la terre comme le berceau de la vie, le terreau de tous les possibles, de toutes les vies, humaines, animales, végétales, des montagnes, des déserts, des plaines. Un peu comme nous, des fois la terre du jardin, où tout pousse dans une multitude de possibles. Et d'ailleurs, l'homme lui-même sur la terre joue avec toute cette matière, avec toute cette terre à disposition, créant lui-même tout ce qu'il a envie. On retrouve ces deux idées à travers le mot sanskrit prithvi, qui signifie à la fois le mot terre et dans l'hindouisme, qui est la déesse de la terre. Prithvi à qui on attribue deux qualités, la stabilité et la fertilité. Voilà donc deux idées intéressantes liées à l'élément terre que nous pouvons que constater simplement à quel point c'est bien présent dans nos pensées. Le plan physique est l'élément tangible, le réel, comme la terre, et ce plan offre tous les possibles à notre créativité. Mais qu'en est-il vraiment? Si on y regarde de plus grand, de plus de conscience, le plan physique est-il le réel? C'est quoi d'ailleurs le vrai? Le vrai. Nous voilà dans des grandes questions un peu existentielles qui occupent bien l'humanité depuis longtemps. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que le réel? La plupart du temps, le vrai, le réel, c'est simplement ce qu'on peut prouver, ce qu'on oppose à faux, à imaginaire, à illusoire, des fois à mensonger. On dit que vrai, c'est simplement égal à conforme au réel. C'est sûr, c'est bien ça. Mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'est la réalité? Comment est-ce qu'on l'établit? Comment est-ce qu'on certifie ce qui est réel, vrai ou non? Eh bien simplement, on le fait toujours par le biais du corps physique. Notre seul référencement du vrai est le monde physique. Tout ce qui peut être vu physiquement, touché, entendu physiquement, fait loi dans notre perception du monde. On comprend donc le monde et tout ce qui s'y passe par la lorgnette du plan physique. Toute compréhension de la vie doit passer par une preuve physique. Tout. On cherche à tout comprendre comme ça. C'est dans nos réflexes de pensée et c'est très lié à notre état de conscience. On regarde au microscope, on regarde au télescope, on regarde les chiffres, les analyses, les datas, les archives, les rapports, les bilans, l'histoire des pays, des religions, les faits en tout genre pour essayer de comprendre la vie. Alors est-ce que ça marche? Pour pas mal de choses, oui, c'est vrai que ça semble pas mal et on apprend déjà beaucoup. Mais si on regarde de plus près, est-ce qu'on comprend vraiment? C'est vrai que par la lorgnette du physique, comme on dit, on reste bien avancé sur certaines questions. Et jusqu'à preuve du contraire, rien n'explique vraiment les grands événements du monde, de l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé peut paraître parfois assez clair. Mais pourquoi cela s'est passé? Pourquoi cela se passe comme ça aujourd'hui? C'est vrai que le pourquoi reste la plupart du temps sans aucune explication valable, sans aucune explication réelle, certifiée. Pourquoi telle ou telle civilisation a vu le jour puis a disparu? Pourquoi telle ou telle religion grandit dans une période et dans une partie de l'humanité et s'arrête ou n'a pas grandi ailleurs? Pourquoi certains courants de pensée ont été actifs dans certaines périodes de l'humanité puis ont disparu totalement? Pourquoi certains mouvements politiques sont reconnus, utilisés puis abandonnés? Pourquoi une partie de l'humanité vit en parfaite harmonie avec les règnes de la nature alors que d'autres la détruisent sans vergogne, alors que d'autres encore se battent pour la préserver? Pourquoi? Pourquoi l'homme est-il apparu sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on meurt? La liste est évidemment trop longue et sans fin. Mais simplement, ça nous montre l'étendue de notre ignorance. Lorsque nous cherchons la vérité par le biais des faits, du plan physique, de ce que l'on peut voir, toucher, entendre, ça nous laisse dans l'ignorance. On est des spécialistes du quoi, du constat, des analyses, des faits, mais on est complètement novice dans le pourquoi, le réel pourquoi. Bien sûr, les théories, les propositions de tout genre vont bon train. On évoque bien des choses. On a l'impression de comprendre. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Ça nous rappelle aussi que à chaque fois qu'on cherche à comprendre comme cela, par la voie des faits,
ce qu'on appelle le réel, ben, c'est voué à un certain échec. Pourtant, c'est comme ça qu'on s'y prend la plupart du temps. Et notre quête de compréhension, elle est tout à fait saine, tout à fait normale. Pour accompagner le monde, pour trouver notre place dans le monde, comment est-ce qu'on pourrait faire sans le comprendre? Alors bien sûr que nous devons chercher à comprendre, mais il faut chercher dans la bonne direction, au bon endroit. Il y a une parole dans les enseignements de la sagesse qui dit que le plan physique est le résultat de tout, mais la cause de rien. Le plan physique est le résultat de tout, mais la cause de rien. Et oui, sur le plan physique, ce qu'on en voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, n'est que le résultat, mais jamais la cause. Alors, le résultat de quoi? Ben, c'est le résultat des plans d'énergie-conscience, comme on les appelle, du plan de l'âme. Des énergies-conscience qui animent ces plans physiques. Toutes les formes qu'on connaît sont que le fruit d'énergie à l'œuvre. Quand on dit l'âme, il faut bien sûr comprendre des qualités d'être, comme on l'a déjà expliqué, notamment dans la conférence de janvier. Des qualités fondamentales à l'œuvre sur Terre, qui animent, qui modèlent de l'intérieur toutes les formes que l'on connaît, quelles qu'elles soient. Nous avons déjà un petit peu, des fois, des compréhensions de ce principe. Par exemple, la notion de de psychosomatique, qui commence à un peu en parler. Où on a commencé à voir que certains états émotionnels, par exemple, avaient des conséquences directes sur l'état physique, sur certaines maladies, par exemple. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, plus grand, plus conscient, plus global. Notre science s'occupe presque uniquement des lois des formes. On appelle ça les lois de la nature. Oui, mais c'est important de voir qu'il s'agit simplement des lois de la nature physique quand on dit ça. C'est bien ce qu'on a dit avant. Et les lois de la nature du plan émotionnel alors? Et les lois de la nature du plan mental? Et surtout, ce qui nous intéresse, les lois de la nature de l'âme même, de la conscience. Notre science est basée sur la particule, sur le comment de ce qui s'y passe. Et bien elle doit le devenir petit à petit sur l'être, sur la qualité de ce qui l'anime. Du coup, sur le pourquoi. Alors c'est normal, notre état de conscience actuel, il est principalement un état de conscience très formel, très individuel. On est identifié à la forme et à l'individualité. Du coup, la compréhension qui en découle nous fait simplement analyser un monde formel et individuel. On reconnaît d'ailleurs même la Terre elle-même, la planète, comme une forme physique, non comme un être conscient, qualifié. C'est intéressant de bien se rappeler que la science décrit les vérités d'un état de conscience. Conscience formelle, vérité formelle. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la vérité vue d'une sphère de conscience identifiée aux formes. Une conscience terre à terre nous donne des lois terre à terre. Mais la vie n'est pas une machine. La vie, ce n'est pas un mécanisme physique. Pour l'avenir, il va bien nous falloir changer. Puisqu'on est en train de changer d'état de conscience, de nous réunir à notre être fondamental, puisqu'on commence à s'identifier au monde de l'âme et des qualités d'être que ça représente. Il va nous falloir devenir des chercheurs de vérité de l'âme, des chercheurs de vérité des énergies qualités qui animent les formes, et ne plus essayer de comprendre le monde en analysant les faits, mais en cherchant l'effet qui est à l'origine. On confond trop facilement les deux, les faits FAITS et les faits E2FET. Comprendre ce qu'il y a de l'effet sur les formes, c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à faire. Alors on a évoqué à plusieurs reprises les différents aspects de l'âme unique, ces différentes qualités qu'on appelle aussi parfois les rayons. On évoque souvent aussi les énergies en lien avec les différentes constellations du zodiaque, les énergies liées aux différents cycles et aux périodes qui ont déjà animé l'humanité sur Terre. Ces grandes énergies d'ensemble qui s'expriment à travers différentes formes et différentes périodes et qui façonnent le monde extérieur. Ces qualités vibratoires qui structurent la matière physique, ce plan physique qui n'est donc pas notre nature, mais simplement l'expression de notre véritable nature. Le plan physique qui n'est à l'origine de rien, mais juste la manifestation de ces énergies. Quand nous commençons à percevoir cette réalité, c'est un grand changement qui se passe. C'est un changement qui est en cours dans notre psychologie. C'est même un peu un bouleversement, car plus ça devient une réalité intérieure, plus nous allons modifier nos centres d'intérêt. Et on peut constater aujourd'hui à quel point
nous-mêmes et toute l'humanité, attachons une importance démesurée au monde des formes. À quel point on est obnubilé par ce qui se passe dans notre vie quotidienne, par la lorgnette du monde physique. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mes problèmes physiques, de santé, mes problèmes de famille, qu'est-ce qui se passe au boulot, mes petits problèmes de boulot, pour les problèmes de société, pour la politique, l'écologie. Et notre question principale, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique? Les réponses qu'on apporte la plupart du temps, il se passe que les températures ont augmenté de 1,5 degré. Et pourquoi? À cause des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que la production industrielle, parce que tout un tas de facteurs, la demande. Mais pourquoi? Parce que les humains, ils consomment de plus en plus. Pourquoi? C'est comme ça, c'est un fait. Il se passe un autre exemple, il se passe qu'il y a des gros problèmes par exemple avec l'immigration. Pourquoi? Parce que des personnes ne veulent pas accueillir les migrants dans leur pays. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes, leur culture, leur religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Parce que c'est comme ça. Pareil pour notre santé. Il se passe quoi? Il se passe qu'il est mort. Ah bon? Il avait, oui, et pourquoi il est mort? Il avait de la surtension, et puis il y a eu tout un tas de complications, et le cœur s'est arrêté. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la vie. En fait, on pourrait développer ça un peu à l'infini. Quand on pousse n'importe quel sujet, on arrive bien souvent au même résultat. C'est comme ça. On constate. Mais on ne voit pas qu'on creuse toujours dans le même sens. On creuse du côté de la forme. C'est assez impressionnant de voir le temps et l'énergie qu'on passe à chercher de cette façon. On utilise notre capacité de réflexion, de sensibilité, tous nos temps de discussion à évoquer des faits. Du coup, dans notre société, ça donne qu'on est toujours très intéressé pour savoir qui a dit quoi sur qui a dit quoi sur tel sujet, qui a telle opinion, telle déduction, tel article scientifique, telle vision du conflit israélien, telle compréhension de l'élection américaine, et on dépense toute notre énergie à cela. Et bien petit à petit, on va commencer à s'intéresser à ce qui est réellement la cause de tous les événements. Les faits, ça pourrait être seulement le point de départ de nos réflexions. Peut-être juste 10% de notre intérêt, afin de juste savoir de quoi on parle précisément. Mais ça s'arrêtera là. Imaginez le temps et l'énergie qu'on libère chaque jour. Le temps et l'énergie qu'on va pouvoir utiliser pour écouter vraiment ce qui se vit derrière les événements du temps. Pour percevoir quelle énergie est à l'œuvre derrière chaque problématique de ce qui se vit dans l'humanité et sur toute la Terre. À s'occuper non plus des causes et non plus des effets que cela a eu. Un peu comme des fois les bons historiens, quand on les voit sur les plateaux télé, qui savent bien remettre certains événements dans le contexte de l'histoire d'un pays. Et on parle de géopolitique, qui élargissent les faits, qui les mettent en corrélation avec une échelle de temps plus grande, un contexte politique international, une période mondiale, une histoire globale, et qui en ont du coup une compréhension plus grande. C'est un peu pareil, nous on va toujours remettre les événements du monde dans le contexte de la conscience. Plus de déduction et de compréhension de forme à forme, de fait à fait, mais seulement de conscience à forme, de conscience à fait. Ça va devenir un réflexe, un automatisme dans nos vies. Plus d'interprétation formelle. Gros changement en perspective dans nos vies. Et c'est vrai que la théorie est bien belle, mais en quoi est-ce que cela consiste? Comment est-ce qu'on s'y prend? Pour pouvoir partir un peu ensemble sur cette piste-là, on va devoir, comme on dit, partir un peu en éclaireur. Devenir, le titre de la conférence de ce soir, des éclaireurs de conscience. On va voir ensemble que la notion d'éclaireur va s'entendre dans deux sens. Le premier, c'est dans le sens de celui qui part en avant pour reconnaître le chemin, et le deuxième, dans le sens de celui qui révèle à l'ensemble. Et on va voir quelle qualité est-ce que cela nous demande. C'est vrai que partir en éclaireur, c'est une bonne image pour découvrir le monde de l'âme et des énergies qualités qui s'y vivent. Des fois, on fait référence un peu aux pèlerins qui cheminent vers le divin dans différents aspects du travail spirituel. Et c'est vrai que pour bien comprendre les énergies à l'œuvre derrière les faits, encore, faut-il connaître réellement
ces énergies pour pouvoir les reconnaître. Alors l'éclaireur de conscience, on va voir plusieurs qualités. La première qualité, comme un peu l'éclaireur d'un monde nouveau, il va falloir aller sur le terrain, bien sûr. C'est important d'étudier la carte, de voir ce qui se dit, ce que les autres ont déjà partagé, mais ça ne suffit pas. On peut lire tous les livres sur l'âme et ses énergies. On peut écouter les conférences, toutes celles qu'on veut. On peut lire tous les enseignements à ce sujet. Mais ce n'est que la préparation. Elle est importante, bien sûr, car il faut quand même savoir où l'on va. Mais ensuite, rien ne remplace le terrain. Il faut goûter à ses qualités fondamentales. Goûter les qualités fondamentales de l'âme. Goûter à la qualité de volonté-puissance, comme on l'appelle, d'amour-sagesse, goûter à la qualité d'intelligence créatrice, d'harmonie par le conflit, goûter à son état d'être à l'âme, à son état de groupe, de cœur, à l'amour de l'âme, aller goûter par le vécu intérieur aux grandes notions de cycle, aux différents états de conscience de l'humanité, aux qualités divines et à toutes les propositions qu'on retrouve en lien avec les lois de l'âme et les enseignements de sa sagesse. Personne ne peut le faire pour nous. On peut en savoir tout, mais rien en vivre. La compréhension extérieure, concrète, ne fait rien changer en nous. Au mieux, on répète ce qu'on a lu ou entendu, et puis ça devient, comme on appelle des fois, des platitudes un peu spirituelles inanimées. Non, l'éclaireur, il va sur le terrain, il va goûter, il va s'immerger, il va se donner par le vécu intérieur au monde de l'âme. Essayer de se fondre dans ses qualités jusqu'à la fusion. Il en fait ce qu'on appelle l'expérience intime. En s'abandonnant à ce vécu, il se laisse ambiancer. C'est un terme assez intéressant, ambiancer, pour la méditation. On va vraiment laisser l'ambiance de l'âme se propager en nous. On va aller justement goûter cette ambiance de ce qui se vit sur le plan de l'âme et se laisser ambiancer par la vie des qualités de l'âme elle-même. C'est une expérience, comme on dit, qui se fait in vivo. Et puis, pour ça, il va falloir lui ajouter une deuxième qualité qui est très liée à la première. C'est qu'il va falloir oser. Oser quitter le connu. Ne pas se raccrocher au déjà vu, au déjà connu. Essayer de faire un peu sa propre route. Être un pionnier, comme on dit. Être curieux, aller découvrir des espaces de vécu qu'on n'a encore jamais explorés. Jamais explorés par notre conscience. Alors si d'autres l'ont déjà exploré, tant mieux. Et ça nous donne des indications. Mais ça ne nous les fait pas explorer nous-mêmes. On ne peut pas le vivre par procuration. Il va falloir oser avancer sur le chemin. Se jeter dans l'inconnu. Oser le vivre à notre façon. Oser se laisser toucher. Même si ça semble pas trop correspondre à ce qu'on en a entendu dire. Se conformer à ce qui a déjà été dit sur le vécu ne fait absolument rien avancer. Ça n'enrichit pas notre perception et notre recherche commune de compréhension du monde de l'âme. Il faut oser se laisser vivre comme l'âme en nous. Explorer le chemin à notre façon en oubliant nos connaissances, nos croyances et tout ce qui appartient au connu pour pouvoir découvrir le nouveau. C'est vrai que les risques de s'égarer, de se tromper, de rester un peu dans le monde astral ou dans des théories, sont bien là. Mais on ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas faire l'économie d'expérimenter. C'est seulement à force d'expérience qu'on va pouvoir s'y retrouver, discerner et s'orienter correctement. Il faut donc du courage, de l'abnégation, beaucoup d'amour, comme on dit, pour arpenter ce chemin en éclaireur. Ça nous amène à la troisième qualité. C'est que l'éclaireur de conscience, comme on l'a dit, il doit aller sur le terrain, première qualité, il doit oser vivre pleinement l'expérience. Et la troisième qualité, c'est qu'il doit apprendre à valider cette expérience par ce vécu. Il doit apprendre à le valider par le vécu. C'est un point qui est difficile sur le chemin qui nous révèle les énergies du monde de l'âme. Difficile car nos habitudes d'apprentissage, on en a énormément. Et on a tellement l'habitude, le réflexe de rechercher la validation par l'extérieur. Une validation par nos parents, par nos enseignants, que ce soit par le monde scientifique, le scientifique du monde physique bien sûr, qu'on reproduit cela dans le domaine de la recherche spirituelle. Et plus ou moins consciemment, on attend toujours de la part d'un enseignant, d'un soi-disant maître, d'un gourou, ou tout type de référent
qu'on a identifié comme étant un peu avancé sur le chemin, on attend toujours une approbation de sa part, de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Et on entretient une certaine dépendance à une autorité extérieure pour valider ou invalider nos ressentis des qualités de l'âme. Les enseignements ésotériques nous disent que seule l'âme en nous doit faire autorité. C'est-à-dire que nous devons apprendre à reconnaître en nous, en tant qu'âme, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Ce qui est de la volonté de l'âme, ce qui ne l'est pas. De ce qui est de l'amour de l'âme, ou pas. Et de même pour les autres qualités fondamentales, on doit apprendre à ressentir comme une intime conviction au plus profond de nous, si certaines perceptions sont conformes aux vérités, aux lois, aux principes et aux qualités du monde de l'âme. Apprendre à discerner si quand on décrit ce vécu, ou quand n'importe qui d'autre en parle, de ses qualités, de ses énergies, est-ce que cela match? Le mot il est intéressant aussi. Est-ce que ça match intérieurement? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça rentre un peu en syntonie avec l'âme en nous? On doit apprendre à sentir intuitivement quand cela est vrai, quand ça match. C'est une impression qui est assez subtile et qu'on est amené vraiment à cultiver. On peut ressentir un espèce d'afflux d'énergie, un afflux de lumière quand on se rapproche du vrai des qualités. C'est comme si elle prenait vie plus intensément en nous, comme si elle prenait un nouveau relief, une sorte un peu une consistance nouvelle, une expansion de vie. C'est une sensation qui est étonnante, c'est qu'on a une sensation un peu de retrouver la mémoire, une sensation de retrouver ce que l'on est naturellement. Comme si on l'avait un peu oublié, mais c'est si familier que finalement, à son contact, on le reconnaît. C'est un peu comme des fois quand on se met au soleil après l'hiver, on ressent une radiation physique qui nous vivifie. Là, c'est un peu comme si on ressentait une véritable radiation des qualités de la vie de l'âme qui se revivifie en nous. On peut apprendre à ressentir cet afflux de vie sans aucune influence extérieure. Est-ce que cela est vraiment ce qui se vit dans l'âme? Il n'y a que l'âme en nous qui peut le dire. On se conforme, le mot parle de lui-même, beaucoup trop souvent à ce qui a déjà été dit et validé par d'autres. C'est-à-dire, si on le sent un petit peu intérieurement, quand on fait ça, on recherche le vécu de la même manière, c'est-à-dire par la même forme que ce que ces énergies ont déjà été exprimées. Et on risque vite de tomber dans le spirituellement correct, par besoin de reconnaissance, d'approbation, afin d'avoir juste, d'avoir vrai, d'être un peu sûr. Si un tel a dit que l'amour de l'âme se vivait comme ça, c'est très bien, c'est une belle hypothèse, belle piste de départ. Mais on doit apprendre à se conformer à la vie en nous de l'amour de l'âme. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on refuse toute autorité extérieure. Ce n'est pas la même chose. Et tout conseil, tout partage de nos frères de groupe, de tous ceux avec qui nous cheminons, non, bien sûr qu'on ne les refuse pas. Bien sûr que les vérités et les perceptions de son énergie sont vivantes et inspirantes autour de nous. Mais la validation intérieure de ce qu'elles sont réellement, les énergies de l'âme doivent être validées par l'intérieur. On apprend petit à petit à comparer, à aiguiser notre sensibilité, à mettre en relation notre vécu intime, peut-être avec la théorie, avec le vécu des autres, avec la manifestation de ces énergies dans l'humanité, présente dans le passé. Et puis, on va recommencer, on va renouveler l'expérience, affiner petit à petit, pour se rapprocher au plus près, au plus vrai de ce qu'elles sont réellement, de leur nature même. On doit les valider au contact du point le plus pur des qualités fondamentales. Des fois, on dit de rejoindre le vécu du point même de lumière dans la pensée de la conscience la plus haute, de l'être terre lui-même, qu'on appelle parfois Dieu. On doit apprendre à aller chercher la vérité du point d'amour dans le cœur de ce Dieu, de cet être planétaire, du point de volonté de cet être,
ou du point où la volonté de cet être est perçue. On doit les valider à la source, au plus haut de notre potentiel spirituel, et non se conformer à ce qu'on en sait déjà. Bien sûr que nos grands frères de chemin, comme on les appelle, qui sont un peu plus avancés peut-être, sont bien sûr des sources d'inspiration. Mais bien, seule l'âme en nous, comme on l'a dit, doit faire autorité. On ne doit attendre de reconnaissance de personne d'autre que l'âme. C'est vraiment un point important, on peut insister là-dessus, mais on peut vraiment ralentir le processus de prise de conscience, vraiment stagner sur le chemin d'éclaireur, en attendant finalement que d'autres s'en chargent, alors qu'on pourrait aider et servir à ce grand travail d'éclaireur de conscience. On peut se conforter par fainéantise dans l'existant, ou se conformer aux avis extérieurs, ne permet pas vraiment l'expérience du vrai. Ça ne permet pas d'apprendre à faire confiance à nos vécus intimes, à écouter vraiment, à entendre profondément. Et paradoxalement, à attendre d'être sûr par l'extérieur, on ne sera jamais sûr par nous-mêmes, et le doute sera jamais loin. On aura alors une perception très fragile des réalités de l'âme, souvent un manque de discernement et la confusion facile. D'autant qu'il faut se rappeler que le vrai, par définition, est toujours très relatif, comme on l'a dit tout à l'heure. On décrit les vérités qui sont toujours relatives à un état de conscience. Ce qui est vrai pour certains dans le vécu de l'âme n'est toujours qu'une vérité relative à leur état de conscience, à leurs énergies propres, à leur capacité à les vivre et à les traduire. Et bien qu'à terme, on cherche à être totalement identifié, totalement fusionné à l'âme une, et que les vérités totalement pures nous apparaîtront. On parle même parfois de raison pure. Mais en attendant, il nous faut expérimenter ces vérités, les vérifier par nous-mêmes, les remettre en question avec nos partenaires, car on est bien sûr des éclaireurs de groupe. Et puis petit à petit, on va pouvoir discerner ce qu'est le réel de l'âme. C'est aussi étonnant parce que c'est un chemin très progressif, car plus on s'identifie à l'âme, plus on reconnaît intimement ses vérités, plus on perçoit sa réalité, et plus cela nous aide à nous identifier à l'âme. Personne ne peut le faire pour nous, même si certains peuvent nous y aider. On doit trouver le chemin dans une certaine solitude et faire l'épreuve de ces qualités, les éprouver tellement fort intérieurement que nous en aurons la preuve de leur nature même. Faire l'épreuve pour faire l'épreuve, éprouver pour prouver. L'éclaireur de conscience ne suit pas, il participe activement aux recherches du nouveau. L'éclaireur de conscience ne suit pas un enseignement, il vit un enseignement. La différence est vraiment très importante. Et puis, quatrième qualité, indispensable pour être un bon éclaireur de conscience, c'est d'être un éclaireur scientifique, précis. Bien sûr que nous ne sommes plus dans une démarche mystique, un peu onirique, un peu magique ou fantastique, où on se laisserait aller, on se laisserait un peu flotter, planer dans des états plus ou moins mystérieux. Mais on est bien dans une démarche scientifique, un éclaireur qui sait précisément quel état de conscience il visite, quelle qualité au sein de cet état de conscience il cherche à vivre, dans quelle grande loi de la vie une il se plonge. Il sait aussi dire ce qui s'y vit précisément, quel changement ça emmène dans la compréhension de la vie de l'humanité et dans les relations avec les autres règnes. Quelles conséquences cela a dans notre compréhension du passé de l'humanité et les conséquences que cela devrait avoir dans notre avenir. Et oui, tout ça. C'est sûr que c'est pas toujours comme ça quand on quand on part en éclaireur dans une bonne petite méditation, tranquille. Et pourtant, c'est ce vers quoi nous sommes appelés. Car comme on l'a déjà évoqué, on travaille à l'étude du vrai, du réel, à la science des relations, des véritables causes, des relations entre énergie et forme, de cause à effet. Il n'y a rien qui est dû au hasard dans notre monde. Rien. Il n'y a rien d'autre dans notre monde que des énergies qui se manifestent et organisent la matière en forme et en événements. Pas de au petit bonheur la chance, mais plutôt un grand processus intelligent, méthodique, organisé, pédagogique, que l'on cherche ensemble à appréhender. Voilà donc 4 critères essentiels pour aller au contact des vérités fondamentales de ce que nous sommes. Il faut aller le vivre intérieurement, oser sortir des sentiers battus,
ne validé que par la résonance de l'âme, et tout cela de manière scientifique. Si déjà, c'est vrai, on appliquait ces simples critères, pas si simples évidemment, à nos recherches, ça aurait vraiment beaucoup d'impact. Et puis, éclaireur, c'est aussi que depuis nos vécus, avoir un effet d'éclairer nos frères sur le chemin, de partager par nos paroles, nos écrits, par tous les moyens de communication au sein de nos groupes de travail, comme dans nos sphères personnelles, au sein de notre famille, avec nos amis, toutes les personnes en demandent un peu de compréhension. Là encore, on va voir 3 points pour que les réalités du monde de la conscience de cœur puissent éclairer un tant soit peu nos compagnons de route. D'abord, il faut que ça soit simple. Il faut bien se rappeler que la plupart du temps, ce qui permet un éclairage, une prise de conscience, sont des choses simples, claires. C'est-à-dire pas 15 idées à la fois qui s'enchaînent, qui s'entremêlent, des déductions, de cela qui me fait penser à ceci et qui me semble en lien avec cela, avec tel vécu. Non, une idée à la fois, un vécu. On peut le développer, ce qui permet ce vécu. On peut expliquer comment nous le vivons en détail, sur certaines qualités, expliquer les conséquences sur nos vies, ce que cela va changer à notre façon de penser, quelles nouvelles idées peut-être en découlent, mais le plus simplement possible. La compréhension de ces énergies doit provoquer une sorte d'eureka, une évidence, un peu d'essentiel, et non un tas de questions, de débats sans fin, de références, de connaissances, de beaux mots ou de beaux concepts qui vont nous perdre plus qu'autre chose. Cherchons la simplicité, l'essentiel, autant dans nos touchés que dans nos partages. On sous-estime trop souvent le pouvoir de révélation d'une parole simple, claire. Et pourtant, c'est une obligation pour que ça puisse faire écho dans l'âme de nos proches. Simple, clair, et puis deuxièmement, vivant. Apprendre à parler à partir de notre vivant. Seul le partage de ce qu'on vit a un réel impact sur l'âme des autres. Une parole qui vient juste d'un raisonnement, comme on l'appelle mental concret, d'une connaissance, résonne dans le mental concret de ceux qui la reçoivent. Quand on parle de notre vécu, c'est comme si l'âme, c'est pas comme si d'ailleurs, mais l'âme est un peu présente. Et elle peut rayonner, comme on dit, par magnétisme, elle peut irradier à travers les mots et rentrer en résonance avec l'âme en toute personne. Parler de ce qu'on ressent, de ce que l'on vit dans notre recherche de toucher les qualités du monde de l'âme est le seul moyen de vraiment partager. Simple, clair, vivant et enfin humble. Des paroles simples, claires et vivantes peuvent éclairer le monde, peuvent illuminer même parfois, amener beaucoup de compréhension, révéler des vérités du monde de la conscience et de tout ce qui anime le monde, peut faire ouvrir les yeux intérieurs ou pas. Les touchés, les vécus et les compréhensions des vérités spirituelles sont toujours relatives, comme on l'a dit, relatives à nos capacités de perception, à nos états de conscience. Pour certains, ça peut être perçu comme des révélations, pour d'autres comme des illusions totales ou des croyances stupides. Et qu'on soit très avancé sur le chemin spirituel ou au tout début, ces vérités ne sont de toute façon toujours que partiellement vraies. Alors restons humbles, ce ne sont que des propositions, des hypothèses passagères, à vérifier, à expérimenter dans le temps, à remettre en question ensemble pour les clarifier et percer de plus en plus profondément leur essence même. Et puis si ce que l'on vit a un impact et suscite la curiosité chez nos proches, ok. Sinon, laissons tomber tranquillement. Chaque fois qu'on cherche à convaincre, dans convaincre, il y a vaincre, à persuader, à se persuader et à persuader les autres du bien fondé de nos découvertes, on en ralentit le processus. Quand on parle simplement, chargé de notre vécu, avec humilité de notre recherche, alors on laisse une petite chance aux qualités de l'âme d'être contagieuses à travers nous. Alors on peut devenir des éclaireurs de conscience. On va pouvoir permettre, grâce à tout ça, à la conscience de circuler un peu plus librement dans l'humanité. On connaît tous le mouvement des objecteurs de conscience, un mouvement qui s'opposait à tout ce qui n'était pas conforme à notre conscience. La guerre, les armes, tuer quelqu'un, et on retrouve beaucoup de déclinaisons de cela aujourd'hui,
dans différents mouvements du contre le réchauffement climatique, contre le sexisme, contre les gouvernements élitistes, contre les frontières, et bien d'autres exemples. Mais dire ce qui semble être contre notre conscience ne suffit plus aujourd'hui. Et on est maintenant dans l'ère des éclaireurs de conscience. Penser, dire, vivre intensément tout ce qui permet à la conscience de cœur de se révéler, d'illuminer toute l'humanité. Alors ne soyons plus des objecteurs de conscience, mais bien des facilitateurs, des éclaireurs. Voilà quelques aspects qui peuvent être peut-être intéressants de toute cette posture d'éclaireur, mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand on le vit un tant soit peu? Quand on est dans cette posture d'éclaireur de conscience, quel changement ça produit? Eh bien, quand on arrive à le vivre un tout petit peu et quand on commence sur ce chemin, comme le titre de notre conférence le dit, éclaireur de conscience, le réel se fait jour. Le réel se fait jour, tiens donc. Ben oui, lorsque on vit et qu'on comprend les énergies qui agissent à l'arrière-fond de notre vie, quand on commence à comprendre par le vécu, comme ça, les différentes qualités de cette vie une, alors oui, on peut voir la réalité de notre monde, voir les causes qui sont à l'origine de tout. Tout s'éclaire. On peut réellement commencer à comprendre et même à expliquer les événements du monde. Commencer justement à appréhender le pourquoi. Alors des prémices, bien sûr, des hypothèses, mais le pourquoi devient possible. C'est un changement un peu radical qui s'opère intérieurement. Quand on vit et quand on reconnaît ses qualités intérieures, on voit la vie uniquement comme une vie de groupe. Plus d'histoires particulières, plus d'histoires individuelles, personnelles. Tous dans la même histoire, tous humains, animaux, végétaux, minéraux, et au-delà, et tous dans la même conscience, tous même vie. Identifiés aux énergies consciences que nous sommes, on comprend intimement que nous-mêmes, en tant qu'âme, sommes à l'œuvre et à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. On perçoit la vie comme de gigantesques courants animant une myriade de formes. C'est assez impressionnant de ressentir ça. On ressent que c'est des causes d'ensemble et des effets de groupe. C'est comme si on percevait d'un coup l'envers du décor. Partout, des poussées de qualité en constante évolution. Partout et depuis toujours. La réaction des formes existantes à ces poussées nous font croire à des histoires particulières. Mais les énergies à l'œuvre sont bien les mêmes. Tiens, par exemple, quand on se plonge dans la vie du grand rayon d'amour-sagesse qu'on appelle le rayon 2, on peut ressentir cette énergie vivante en nous. Du coup, on peut la ressentir vivante partout, depuis toujours. Une gigantesque énergie d'unification. En toile de fond, très loin, on sait que ça parle d'une unification entre esprit et matière. Une histoire d'amour entre le plus subtil et le plus dense. Une fusion vibratoire sur des échelles de temps complètement immenses. Une relation en cours à tous les niveaux qui a commencé, on nous dit, il y a 13 milliards d'années, de ce qu'on en sait. C'est déjà pas mal. Mais qui se poursuit toujours. Une relation d'amour entre conscience et forme. Une rencontre pour aimer, qui donne des formes de plus en plus subtiles, de plus en plus lumineuses, qui à notre échelle humaine crée des consciences humaines de plus en plus intégrées, unifiées. D'abord une union avec la matière qui les compose, une union de plus en plus subtile, que ce soit physiquement, émotionnellement et mentalement. Pas besoin de voir l'évolution de l'humanité pour que ça en soit une preuve. Et puis de plus en plus conscient de soi-même en tant qu'humain, puis de plus en plus conscient de l'ensemble, et petit à petit même conscient en tant que vie une. Conscient d'être conscience de groupe, retrouvant une unité fondamentale avec ce que nous sommes vraiment. On peut alors ressentir ce grand courant d'amour partout, cette unification en route à travers tout type de rencontres, du microcosme au macrocosme, entre tout ce qui semble opposé, qui cherche à se compléter, à s'unir, à s'aimer. On parlait d'union entre esprit et matière, entre âme et forme, et pour nous peut-être entre Orient et Occident, entre religion et sens, et science, entre droite et gauche, homme et femme, et tout ce qui est présent dans nos vies, cherchant une unification de tout ce qu'on appelle les paires d'opposés.
pour fusionner, coopérer, ne faire plus qu'un avec l'essence de toutes les facettes de la grande vie une, avec le plus subtil des différentes qualités. Nous faisons-nous penser parfois à une réalité chaotique et désunie, alors que justement, c'est l'unité et l'amour qui partout est à l'œuvre. C'est ça la réalité. C'est sûr, quand on regarde que les effets de ces énergies, on voit que séparation, guerre, conflit, crise en tout genre. Alors il n'est pas question de nier cela, parce que vécu du point de vue de la particule, identifié à la forme, à notre individualité, et sur l'échelle d'une vie, bien sûr que ça semble désastreux. Mais en tant qu'âme, nous voyons clairement que les différentes crises sont simplement les réactions des formes au changement produit par les poussées permanentes des qualités en cours. Ce qui doit être pousse, ce qui n'y a plus lieu d'être sur le chemin d'unification disparaît. C'est simplement la résistance des formes ou leur acceptation au nouveau qui fait l'intensité de la crise. Mais le réel est ailleurs, le réel se fait jour, et ce qui apparaît devient d'une beauté incroyable. On parle même parfois de béatitude, quand on perçoit que tout ce qui vit sur Terre est en fait un, et dans la même histoire, que rien ni personne ne sera laissé de côté. Tout sera attiré par l'amour, réuni par l'amour, pour qu'à travers chaque individu, chaque particule, se révèle toute la beauté et la grandeur et l'amour à son degré le plus haut. Rien ni personne n'y échappe à cela. Car c'est déjà ce que nous sommes, simplement, c'est en cours. Et bien sûr qu'on est en cours, et plus ou moins avancé sur ce chemin, à différents stades, qu'on travaille spécifiquement, peut-être certaines qualités, dans une vie particulière, dans un pays particulier, une culture, une religion ou une autre, mais participant activement, consciemment ou inconsciemment, à cette grande histoire. La réalité est que tout événement du temps, à tout niveau, est un pas vers une plus grande harmonie, une plus grande lumière, un plus grand amour. Parfois, ça nous semble un peu reculé, comme la montée du populisme en ce moment, le capitalisme un peu exacerbé, où les exemples ne manquent pas. Mais on ne prend pas conscience que cela permet à certains groupes aussi de s'unir, à leur niveau, de se reconnaître, de cheminer. Ça permet à d'autres de se positionner, et de proposer plus clairement les modèles et les idées qui semblent aller vers le bien commun. On oublie trop souvent que c'est un chemin de groupe, d'ensemble, et que tant que toutes les formes n'auront pas révélé leur lumière et leur vraiment beauté, leur qualité grandiose, l'histoire continue. Alors, quand cette perception prend corps dans notre esprit, il y a vraiment des courts moments, des petits instants de béatitude. Tout s'éclaire. On ressent un amour immense, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Un amour intelligent, en action, qui considère toute chose, qui inclut tout intérieurement et qui guide tout vers son plus haut potentiel de qualité. On peut ressentir cette béatitude des fois comme un fleuve inarrêtable d'amour divin, emmenant tout sur son passage. Ouah, ça décoiffe quand on touche cela par petits moments. C'est là que le réel se fait jour. Tous ensemble vers les qualités d'être les plus pures. C'est ça la Terre. C'est cela qui est concret. La réalité tangible qu'on évoquait au début de cette conférence. L'élémentaire qui nous invite à discerner le vrai, le tangible, le réel, nous invite à basculer, à changer totalement de paradigme, à ce que le réel pour nous soit bien ce qui est, des énergies œuvrant sous des formes, œuvrant sur des formes, pour révéler le divin. Et nous en sommes les preuves vivantes. Plus de peur à avoir, l'amour est. Et puis, quand tout ça est un peu appréhendé, vécu, un peu perçu, la deuxième qualité, liée à la symbolique de la Terre, va pouvoir trouver son expression. On avait vu que la Terre était le symbole du concret, mais aussi de la fertilité, de la créativité. Plus on va vivre ces qualités intérieurement, plus on va comprendre leurs impacts et l'histoire de l'humanité par ce vécu, plus on va pouvoir accompagner ces énergies facilement. Quand la lumière se fait et que les événements du temps peuvent être accrochés à des poussées de qualité,
alors on voit toute l'étendue du potentiel créatif. Et oui, la Terre offre une multitude de possibilités. Oui, nous avons les moyens de créer un peu à notre guise, avec une espèce de liberté infinie. Nous avons les moyens physiques, les moyens sensibles, les moyens mentaux, et on peut y ajouter les moyens de conscience. Nous vivons sur un terrain d'expression totalement fantastique. Par contre, à nous de l'utiliser au mieux pour que tous ces possibles soient simplement le reflet fidèle de nos qualités intérieures. Que toutes ces énergies les plus pures qui affluent trouvent en nous leurs moyens d'expression. À nous d'être le changement de paradigme dans le quotidien, de créer à partir des énergies à l'œuvre, en les écoutant, d'appliquer, d'être la preuve vivante de notre intériorité jusque dans notre vie de tous les jours. Qu'il y ait une réunion entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Alors, la vie en tant qu'énergie qualifiée devient réelle. Pour terminer, on peut se rappeler que cette année, nous avons abordé le thème de la réunion, que nous avons vu en 4 conférences à quel point il était nécessaire et possible de procéder à cette réunion de groupe. Nous avons développé ça avec la symbolique des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, 4 éléments comme 4 clés de transformation. Ces 4 éléments nous invitent à être comme un avec l'air, à être comme un avec l'air, à penser comme un avec le feu, à aimer comme un avec l'eau et à se vivre comme un avec la terre. Le potentiel est énorme et l'enjeu est de taille. Il en va simplement de notre avenir commun. Notre avenir commun doit passer par être comme un, penser comme un, aimer comme un et se vivre comme un. Voilà, merci pour votre présence et votre soutien tout au long de l'année. Et puis, continuons le travail ensemble et le chemin s'éclairera toujours un peu plus. À bientôt!